Et voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur des meneurs. Comme vous voyez, on a un petit peu changé la définition, mais le format change pas, où je passe de trop nul à pas si pire. C'est surtout pour vous expliquer comment je m'y suis pris pour créer cette campagne, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur, comment je m'y suis pris, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, bref, vous connaissez. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la reprise de la grande histoire, de la manière dont je l'ai jalonné pour que ça ressemble un petit peu à une série, comme des petits épisodes qui vont se suivre, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme mécanique pour que ça fonctionne bien. Et à ce compte-là, on va parler des points pivots et des enjeux de cette campagne. Je vous souhaite un bon épisode, bonne écoute. Ok, est-ce qu'on reprend la grande histoire? J'avais déjà eu j'avais déjà eu des pistes et surtout, moi je commençais à être très très chaud. J'avais envie de reprendre un peu cette grande fresque un peu épique plutôt que les petites histoires épisodiques. Même si c'est très chouette, c'est beaucoup plus dynamique et ça permet de faire émerger des choses. J'avais quand même envie de me réinscrire dans la grande continuité de ce que je voulais faire et proposer. Et je me suis dit, bah, en fait, ça peut le faire. On a un roster, donc en gros, j'ai un groupe de joueurs, différents et suffisamment étendu pour être quasi sûr d'avoir au moins 3 joueurs par partie. Moi, j'aime beaucoup avoir 3 joueurs, plus moi en tant que MJ. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça échange bien, la balle, elle rebondit vite, ça va assez vite. À 4, ça marche aussi, mais tu peux avoir des petits ralentissements. Il suffit que le groupe se sépare. Moi, je vais à droite. Moi, je vais aller au marché. Moi, je vais aller chercher je sais pas quoi. Ça peut vite devenir un petit casse-tête. 3, je trouve que c'est le bon équilibre, parce que même s'ils décident de se séparer, ça veut dire qu'il y a un groupe de 2, un mec tout seul, du coup ils hésitent un petit peu, et ça resserre un petit peu le truc. 4 déjà, tu fais 2 groupes de 2, c'est la porte ouverte. Donc tu connais. Je te vois, tu connais, tu t'es déjà fait avoir comme ça. Je le sais, je le sais. Je me dis, j'ai assez de matière pour continuer. Et surtout, vraiment, vraiment envie de reprendre cette histoire. Ça fait 4 mois que j'ai lancé le bureau, qu'on fait des petits trucs, que je développe plein de choses. Et je me dis, putain, mais tout ça, je vais recommencer la même erreur. Je vais développer plein de trucs et finalement, je vais jamais réussir à tout refoutre ensemble. Faut que je remaille le tout avec des personnages un peu flottants. On va relancer l'histoire et on va faire un petit peu comme dans l'esprit du bureau. De temps en temps, il y aura des joueurs qui seront là. On va briser le quatrième mur, les mecs. On est OK sur le fait qu'il est là, mais il est pas là. Genre, ça arrivait pendant longtemps il y a un personnage qui suive, mais qu'ils n'interagissent pas directement. C'est-à-dire que quand ils en ont besoin, moi je l'interprète, mais s'ils y pensent pas, il est pas là, ou alors spontanément il peut faire des petits trucs, mais ça va pas être, je vais le jouer comme un PNJ. C'est-à-dire je vais me baser sur le désir du joueur, c'est-à-dire qu'en fin de partie, peut-être qu'un des joueurs il pourra pas être là la prochaine fois, je lui demande toujours, Qu'est-ce que tu penses qu'il ferait? plutôt dans cette direction. Moi je me le note et je me dis, ok, ça part plutôt par là-bas. Comme ça, si jamais si là il est là, la fois suivante, il peut reprendre exactement comme il le voulait, et s'il n'est pas là, moi j'ai suffisamment de billes pour m'approprier son personnage et le faire avancer. Comment on jalonne l'histoire comme une série? T'as un épisode, une intrigue, une exposition, des rebondissements, une résolution et une petite ouverture en fin d'épisode. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois toujours avoir la présentation de la situation, ça se pose un petit peu, qu'est-ce qui se passe, il y a un gros événement déclencheur, on résout cet événement-là, et on passe à la suite. À la fin, il y a un petit indice qui fait que oh, mais que va-t-il se passer? Pour moi, une bonne série, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui marche, c'est ce que j'avais envie de reproduire. Donc, j'ai commencé à penser à me dire, il faudrait que tel événement, ça dure tant de sessions. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser des horloges. Ceux qui ont vu l'épisode de farfouillage et rouillage avec farfouillage et rouage avec le bon MJ, vous voyez très bien de quoi je parle. Si vous avez l'habitude de pratiquer, les horloges, ça vous parle très bien. Moi, à ce moment-là, je découvre un petit peu ce concept-là et je me dis, ah, c'est pas mal, et peut-être ça va pouvoir me permettre de cadrer et de serrer mon truc. Je veux que mes jeux de la sélection dont j'ai parlé un peu plus tôt, où c'est le grand truc où il faut que les mecs doivent se battre pour accaparer un petit bout de terrain dans les étoiles, il faut que ça dure 2 séances, par exemple. Je voulais vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus concentré et être sûr que ça, à la fin, c'est fini. C'est vous passez pas, c'est pas grave, on avance. L'histoire avance. En fait, le monde attend pas spécialement les joueurs. Je voulais mettre ça aussi dans le truc. C'est que finalement, tout avance
quoi qu'il arrive. Et c'est un peu ce que j'avais commencé à mettre en avant dans le bureau, c'est que il y a des histoires qui sont parallèles, mais ça fait avancer la grande histoire. Donc pour revenir un petit peu sur les enjeux de la grande campagne, pour que vous puissiez un peu voir comment j'ai construit mon truc. Enfin, franchement, le pitch, c'est pas très très compliqué, hein, les gars, hein. Je vous pose ça. Il y a un méchant dragon qui arrive ou qui revient, ok, et il veut détruire le monde. Les joueurs, ils doivent sauver le monde. Spielberg, si tu me regardes. Et là, je me suis dit, je vais redécouper mon truc. Je vais faire 3 saisons. J'aime bien les triptyques. Je me suis dit la même chose. Dans la saison 1, on fait l'exposition générale. Dans la saison 2, on fait les problèmes et comment est-ce qu'on essaie de les résoudre. Et en 3, on fait le grand affrontement final avec le truc hyper épique, la grosse musique, les trucs qui tombent du ciel, les gros dragons, la magie, bla 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 bla. Tu connais. Donc dans ma saison 1, c'est plutôt l'exposition générale, la découverte du monde et de ses mécaniques, les personnages et les enjeux. Vraiment, on pose les bases. On montre la menace, les antagonistes principaux, les pistes pour le ou les détruire. Et à la fin de la saison 1, c'est jalonné par la révélation et l'ouverture du fameux coffret confié par Arkil en tout début d'aventure. C'est le moment où on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le fameux pivot dont je parlais un peu plus tôt. Et c'est ici que je vais joindre mes histoires de ce qu'on avait fait au début et le bureau. C'est lorsque le greffier rentre en interaction avec le groupe, c'est la fin de la saison 1. Ça ouvre sur la deuxième saison. La deuxième saison, on cherche des moyens de combattre le mal, donc on cherche des outils, des alliés, où on essaie de détruire soit de manière directe ou indirecte. Bon, ils se sont rendus compte que d'y aller de manière directe, c'était très très dangereux, complexe, donc ils cherchent plutôt des moyens détournés. Aussi dans cette saison 2, moi ce à quoi je m'attelle en tant que MJ, c'est développer et résoudre les arcs narratifs des personnages. C'est-à-dire que les personnages joueurs, ils ont créé un petit background, on a laissé des trous, je leur ai déjà donné quelques petites pistes qui les aident un petit peu à réfléchir et à se dire vers quoi ça va. Mais pour moi, la saison 2, c'est le moment où il faut résoudre tout ça. Tu peux pas tirer le fil trop longtemps. Si c'est ça aussi qui pour moi devait renouer et marquer un intérêt particulier pour mes joueurs, ce serait un peu ce truc-là de se dire, en fait, je vous ai pas oublié les gars, on va vraiment se concentrer sur vos personnages. Vos personnages sont importants pour l'histoire et ils ont des trucs à dire et selon leur propre histoire, ça peut découler de plein de choses. Alors, sans spoiler, j'ai vraiment intégré beaucoup les histoires des personnages. Pas tous, malheureusement, mais il y a au moins 2 personnages qui sont fondamentaux dans l'histoire. Les antagonistes et qui ils sont vont avoir des répercussions très très grandes. Et selon comment ils choisissent de faire évoluer et de jouer leur personnage, d'incarner leur personnage, ça peut avoir de vraies conséquences sur la suite. J'y reviendrai sûrement un peu plus tard dans le développement. Et dans la saison 3, c'est on se rassemble. C'est un peu. Si vous avez fait le Witcher 3, vous voyez un peu la bataille de Kermoren à la fin. C'est vraiment le plot classique où on a tous nos alliés, on se regroupe dans un endroit où on décide que ça va être la bataille finale. Ou alors, t'as vu le Seigneur des Anneaux, ils se rejoignent tous à la fin à un seul et même endroit. Armée A, armée B, les gentils contre les méchants. C'est exactement le même truc. On crée le gros champ de bataille et on va tous se mettre sur la gueule à cet endroit précis, tous ensemble, dans la joie et l'allégresse. En faisant ça, en découpant un petit peu ma grande histoire en saisons, je voulais réussir à bien poser ce dont je parlais tout à l'heure, les points pivots. C'est-à-dire que d'avoir fait ça, ben, les points pivots, ils apparaissent naturellement. L'idée, c'est on monte la porte, on donne la clé, et ensuite, on s'écarte. C'est les joueurs qui vont faire le reste. Moi, mon histoire, elle est déjà posée. Et les points pivots, c'est un peu ces phares-là. Donc, les points pivots, ça peut être un événement marquant, un tournant, quelque chose d'essentiel ou nécessaire qui aura des conséquences directes ou pas, mais vraiment importantes pour la suite de l'aventure. Faut que ça se sente que là, il se passe un truc. C'est pas vous avez résolu une quête, le principal, le secondaire, c'est vraiment là, vraiment, il y a quelque chose d'irréversible qui vient de se passer. Pour moi, le point pivot, c'est vraiment ce truc-là. J'avais aussi besoin j'ai aussi des besoins de mettre certaines choses en place pour que l'histoire elle soit cohérente. Tu reprends l'histoire du Seigneur des Anneaux.
tu comprends bien que si on te dit pas que l'anneau, c'est celui de Sauron et qu'il faut absolument le détruire parce que sinon ça va foutre la merde un peu partout dans le monde, tu te dis bien que ce truc-là, il est important. Donc l'histoire va tourner un petit peu autour. Bah moi, c'est un petit peu la même histoire. J'ai des éléments qui sont essentiels pour mon histoire. Il faut que ce soit exposé, compris, et ensuite que ça puisse être utilisé par les joueurs comme ils le souhaitent. Il y a par exemple le médaillon. C'est un objet qu'ils ont trouvé au tout début de la quête. Au tout début de l'histoire, ils tombent sur un médaillon qui d'apparence, il y a un petit dragon dessus, il y a des pierres, etc. Alors au début, je voulais ça comme un clin d'œil à la campagne qu'on avait faite avant pour faire. Vous avez vu, il y a un petit easter egg, vous l'avez reconnu. Et je me suis dit, je vais vraiment utiliser cette matière-là pour le transformer en faire quelque chose. Et donc c'est le fameux aussi médaillon qui transporte. Ils vont se rendre compte un peu plus tard que ce médaillon n'est pas unique, mais qu'il est tout à fait particulier. Dans le coffret qui transporte pour Arkil, il y en a un également, et il y en a d'autres à différents endroits. C'est une clé importante pour la suite. Il y a également un artefact important dans le monde et dans l'histoire, c'est ce que j'ai appelé les pierres draconiques. Donc en gros, c'est de la magie cristallisée, la magie draconique qui a été mise sous forme solide, et ça ressemble à un immense cristal. Et de ce cristal, tu peux en tirer de la puissance ou en emmagasiner. C'est plus ou moins une pile, tu vois. Il y a un dragon qui s'est dit, ok, je vais mettre des piles, des réserves de pouvoir, au cas où. Ça fait résonance avec le Grand Lore, où il y a des tribus qui ont accès à un certain pouvoir, un certain savoir, mais ça a été oublié. Donc ça, c'est quelque chose que je laisse un petit peu en filigrane, mais qui va revenir. Et il faut que les joueurs ils puissent le toucher, il faut qu'ils puissent se rendre compte, qu'ils puissent au fur et à mesure toucher du doigt et peut-être même utiliser ces trucs-là à bon ou à mauvais escient. Ça les regarde. Ils veulent détruire le monde avec ça, ben concrètement, ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? J'espère que non, mais ça fait partie du jeu aussi. Un autre point qui est important, c'est la menace grandissante. Dans la saison 1, on plante un petit peu l'histoire et on expose toute cette situation. Bah, pour moi, en fait, il faut qu'il y ait en arrière-plan cette menace qui monte, qui monte, qui monte, qui devient de plus en plus pressante et qui crée de plus en plus de problèmes matérialisés avec le bureau. On sait qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Mais comme c'est décorrélé de l'histoire principale avec les premiers personnages qu'on a créés, il faut que ça puisse rentrer en contact. D'où ma petite idée de se dire, la fin de la saison 1, c'est lorsque le greffier, le chef du bureau, il rentre en contact avec les aventuriers parce qu'en fait, ils sont en possession de quelque chose que lui-même recherche, le fameux médaillon. Lui, il cherche, il sait, il dira un peu plus tard aux joueurs qu'il en existe un certain nombre et qu'il compte sur eux pour essayer pour les lui ramener s'il en a besoin. Je fais une toute petite parenthèse pour la subtilité. Alors, quand on amène des points importants, il y a toujours deux écoles. Soit tu arrives avec tes gros sabots, genre ça c'est important, vous devez le prendre et vous devez faire attention, ou tu essaies d'être un peu plus subtil. On est à peu près tous d'accord sur le fait que si tu amènes l'élément comme un gros sourd, ben tu pètes un peu tout ce que tu as mis en place avant. Le ludisme, le fait que tu sois un petit peu propre, que tu mettes de la situation, que tu crées des personnages, etc. Si finalement, à la fin, tu arrives pour tout gâcher, c'est un peu dommage. Le problème aussi avec ça, avec la subtilité, c'est que parfois tes joueurs te comprennent pas. C'est pas, et c'est peut-être idiot ce que je vais dire tout de suite, mais c'est pas parce que toi tu penses que c'est évident ou alors que c'est super bien expliqué que ça l'est pour les autres. Simplement, en jeu de rôle, tu as la suspension d'incrédulité qui joue beaucoup. On est tous d'accord sur le fait que vous êtes OK avec ça, ça se passe comme ça, tout le monde accepte. D'accord. Mais si tu veux qu'un élément puisse être bien utilisé, pour moi, il faut vraiment mettre une sorte de projecteur. C'est un truc que j'ai appris aussi avec ma pratique. Si tu veux que quelque chose soit utile et utilisé, il faut que tu le présentes comme tel. Si tu me dis, Voilà, il y a une pierre dans le coin, et puis il y a une porte. bah, si la pierre, tu dis pas qu'il y a quelque chose de particulier, en fait, ils vont se dire, ok, c'est une pierre, bah, j'essaie de pousser la pierre, bah, il se passe rien. Bah là, tes joueurs, ils vont pas aller le chercher. Si par contre, tu dis, Il y a une pierre qui semble mystérieuse et qui vous sentez une sorte de vibration étrange lorsque vous passez à côté. t'es quasi sûr qu'ils vont aller jeter un coup d'œil parce qu'ils disent, Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? On va aller voir. donc ça, une bonne description, finalement, une description un peu poussée, sans vraiment dire exactement ce que c'est. Vous voyez, là, je dis pas, bah, c'est une pierre draconique. Là, si je dis ça, bah, c'est nul, ça casse tout le truc. Je leur laisse la possibilité de découvrir. Ou alors, s'ils en ont déjà découvert une, la sensation est familière. Et comme ça, ils doivent un petit peu chercher dans leur mémoire ou dans leurs notes à faire le lien.
Donc il faut vraiment, pour moi, donner des éléments qui soient intrigants pour attiser le désir des joueurs, mais le rendre suffisamment voyant pour que ce soit utilisé. Et aussi, il y a un autre outil que je trouve intéressant, c'est de réutiliser les perches que les joueurs vous tendent. Par exemple, moi j'avais envie de mettre dans mon univers que la notion des gobelins, qui est généralement très largement répandu que les gobelins, c'est des êtres un petit peu malfaisants, ils sont un petit peu... On va prendre tout votre or et on va vous détrousser et vous tuer dans votre sommeil. Et je voulais en faire quelque chose d'un un peu plus puissant, un peu plus profond que ça. J'avais vraiment envie de donner l'opportunité à une race comme ça qu'on mésestime, que vraiment on mésestime, et de devenir quelque chose de plus grand. Lorsqu'ils sont dans le bureau, je leur ai fait rencontrer un groupe de gobelins et ils doivent prendre parti entre les villageois qui veulent pas du tout les accepter et les gobelins qui souhaitent juste s'intégrer. Finalement, les gobelins, ils créent leur propre village en marge du village original et le village original, il dépérit parce que les gens préfèrent passer par le village des gobelins qui est plus sympa par la suite. Ils créent une petite civilisation, ils ont des bonnes idées pour développer la technologie, etc. Enfin, ils font vraiment des trucs qui sont intéressants. Dans le jeu, c'est les joueurs qui ont décidé plutôt de pousser dans ce sens-là. Moi, c'était une envie, mais je peux pas forcer, j'avais pas envie de forcer le truc. Donc c'est grâce aux joueurs qu'on a pu développer cette branche-là. Donc je l'ai réutilisée. C'est-à-dire que à chaque fois qui vont rentrer en interaction avec des gobelins, ou plus ou moins, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses à faire, il y a les tirer. Quand ils vont aller au village, ils vont se rendre compte que ces fameux gobelins, ils ont des envies d'exploration assez lunaires, si je puis dire. Ils ont envie d'explorer des trucs inatteignables, parce qu'ils sont chauds, en fait. Ils ont besoin de se prouver à eux et au reste du monde qu'ils sont largement capables et au moins aussi bons que les autres espèces. Je parlais tout à l'heure d'alliés à trouver dans la saison 2. Les gobelins sont des alliés extrêmement précieux pour les aventuriers bien plus tard. Donc, dans le principe, mettre en avant un élément qu'on va utiliser beaucoup plus tard, c'est, j'invente rien, on appelle ça le fusil de Tchekhov ou ça porte d'autres noms. C'est, tu vois une scène où t'as la caméra qui s'attarde sur un fusil au mur, tu te doutes que si on te montre ce truc-là, ça va être utilisé pour plus tard. C'est vraiment pour moi quelque chose d'important de rester sur ce truc de ce qui est amené sur la table doit pouvoir être utilisé, utilisable. Sinon, on n'en parle pas en fait, ça sert à rien. Si le principe c'est juste d'arriver pour poser des trucs, pour dire vous avez vu j'ai créé ça, moi en tant que joueur, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas spécialement et je vais pas forcément être réceptif à ce truc-là. Ou alors pire, je vais y aller et me rendre compte qu'il y a rien. Bah moi en tant que joueur je vais être déçu. Donc en tant que meneur, j'essaie de faire attention à ça, à me dire, à dispenser les éléments dont je vais avoir besoin et pour ma grande histoire et que les joueurs vont pouvoir utiliser à bonne ou mauvaise escient. Pour un petit peu reboucler avec ce que j'avais commencé à dire en début de vidéo, c'est que pour terminer finalement les éléments du bureau, j'ai réussi à recouper avec les éléments que j'avais laissés en suspens dans la grande histoire. La grande histoire, je l'avais laissée en suspens au moment où les joueurs arrivent à Monterosa et qui doivent s'occuper des jeux pour peut-être gagner une place au soleil. C'est pas obligatoire, c'est complètement facultatif, mais comme ils y sont allés, c'est un peu là que l'histoire s'est arrêtée. Et en parallèle avec le bureau, au moment des jeux, ils doivent, j'en ai déjà parlé, il me semble, ils doivent accompagner un groupe de nains à un observatoire et ils constatent un phénomène cosmique. Le phénomène cosmique, si vous suivez les épisodes au fur et à mesure, vous comprenez bien que c'est l'œuvre de Nostromo. Je ne le dis pas clairement, mais c'est suffisamment gros et important. Enfin, on parle quand même des étoiles qui disparaissent dans le ciel. Donc donc c'est assez majeur, il se passe quelque chose, mais pour l'instant, les joueurs, ils n'ont pas assez d'éléments pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire et ils ont pas assez creusé dans l'histoire pour vraiment avoir toutes les réponses à ce truc-là. Ils peuvent se dire, ah, l'idée c'est juste de, attention, il se passe un truc très très gros en arrière-plan. Et à un moment, ça va vous tomber sur le coin de la gueule. Le fameux fusil, je le pose là, ils le savent, peut-être qu'ils vont l'oublier, il y a des fortes chances qu'ils oublient complètement cet événement-là, ou alors qu'ils le balayent un petit peu en arrière. Mais lorsque ça va revenir, ils vont. J'avais vraiment envie de créer le truc de lorsque ça revient. Oh putain! Oh là là! Incroyable!
Il avait tout prévu. Bah ouais, il y a des choses que tu peux pas prévoir parce que c'est le chaos de tes joueurs et c'est la somme des choix qui amène à tel ou tel événement. Mais il y a des choses quand même que tu peux mettre en place et que tu as envie de voir émerger à la table. Moi, je voulais que Nostromo il soit vraiment balèze. Bah ouais, il peut bouffer les étoiles, il y a aucun problème. Et même, je vais spoiler un tout petit peu. En fait, il absorbe les étoiles et il absorbe la lumière. Comme lui, c'est le mal et la destruction d'une manière générale. La lumière représente tout ce qui est la création, l'émergence, la vie. Et ben le mal, il bouffe la lumière. Classique, efficace. Emotional damage. Pour finir cet arc narratif à Monterosa, les jeux se terminent et réussissent, mais ils gagnent pas. Ça, je vous passe les détails. Mais en gros, ils sont invités à la fête en tant que participants et ACO. Ils sont invités à une fête de clôture, tu vois, des jeux. Et ils sont dans le quartier des étoiles, dans une sorte de petit parc aménagé assez haut dans le truc. Et là, je commence à mettre les éléments d'une ancienne civilisation. On parlait un peu plus tôt d'avoir des gens qui ont reçu un certain savoir qui a été oublié. Donc là, je commence à leur redonner ces clés-là. Je leur dis pas directement, mais je leur montre qu'il y a des choses. Et c'est une des premières fois qu'ils vont tomber sur un des fameux cristals. En récupérant ce cristal, parce qu'ils ont le choix, ils peuvent ne rien faire, le détruire, le récupérer, moult choses, ils décident en fait de récupérer ce cristal. Ce faisant, ils abattent un élément magique important de cet endroit. On parlait un petit peu avant de mettre des enjeux et des conséquences dramatiques. Là, j'avais parlé de la fameuse barrière des étoiles qui permet de séparer mon quartier riche de mon quartier pauvre. Cette fameuse barrière, elle marche ainsi. Du côté des riches, ça gomme le quartier pauvre, les industries, tout ce qui est pas beau dans la ville, et de l'autre côté, on voit juste que le quartier des étoiles est encore plus beau que ce qu'il devrait être. Donc c'est quelque chose de magique. Il y a une protection autour de ça parce que les gens de l'extérieur ne peuvent pas pénétrer cette barrière s'ils ne sont pas invités. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'assez puissant sous ce truc-là. Et lorsqu'il s'empare de cette pierre, ça désactive ce mécanisme. Là, je pose le truc important de les pierres peuvent être liées à un mécanisme de défense, ou en tout cas puissant qui est en place. Donc les joueurs peuvent potentiellement casser ou pas quelque chose. Ça, c'est pour moi un fusil que je charge directement en leur mettant le doigt sur la détente, en leur disant, vous voyez, hein, c'est super puissant, mais il peut se passer des trucs graves. Je leur dis pas tout de suite que j'en ai prévu plusieurs, que lorsqu'ils vont faire le lien, ils vont se rendre compte de ce que c'est. Et on y reviendra un petit peu plus tard, évidemment. Mais je leur mets déjà vraiment ce truc-là dans les mains. Et attention les gars, ça peut vous péter en pleine tronche. Et ils décident, une fois qu'ils ont récupéré ce cristal, ils décident de quitter la ville. Lorsqu'ils quittent cette ville, je veux qu'il se passe des trucs en background. Donc, je fais émerger une petite guerre civile. Il y a 3 factions qui s'opposent. Il y en a un qui veut renverser le gouvernement, un peu comme Robespierre, tu vois, genre on coupe la tête de tout le monde, on bute tous les riches, on remet tout à plat et tout le monde est content. Il y a un mec qui est plutôt communiste, enfin, dans le grosso modo, ok, avec les ouvriers et qui dit, en fait, c'est le travail qui doit primer et tout le monde devrait avoir le même salaire pour un travail entre guillemets équivalent, en tout cas en implication personnelle. Et la dernière entité qui dit non, moi je pense qu'il faut éduquer les masses pour faire changer les mentalités. Donc il y a un peu ces 3 idées qui s'opposent et c'est aux joueurs de donner leur aval. Et lorsqu'ils désactivent la barrière, ils donnent le pouvoir à une faction entre guillemets plus qu'une autre. Donc une fois qu'ils quittent la ville, il y a une faction qui prend le dessus sur la ville. Et donc ça va changer un petit peu la gouvernance de cet endroit-là. Et lorsqu'ils vont revenir, peut-être ça va avoir des conséquences. Ou alors, ça va vraiment avoir des conséquences générales parce que Monterosa, c'était une ville extrêmement importante dans l'équilibre général du monde. Et en tout cas, au niveau de la région, c'est hyper important. Donc on se trouve ici dans notre histoire. Ils sont là, à Monterosa, et ils doivent continuer à avancer pour finir la saison 1 ici, lorsque le coffret sera révélé et qu'ils vont rencontrer le greffier. Donc là, ils partent. Il y a avec eux toujours un membre du bureau. Comme j'expliquais, comme on a la campagne qui est un peu ouverte et qu'il y a des joueurs qui ont créé des personnages du bureau, eh bien, ils accompagnent le groupe des joueurs, soit pour une simple escorte, parce qu'un des personnages a déjà rencontré avec eux, donc ils sympathisent et ils font les missions ensemble, soit de manière plus méta,
Ou en gros, moi je dis, bah ça se passe comme ça, et puis parce que vous allez dans la même direction et machin. Peu importe qui va venir, les joueurs, ils auront un intérêt particulier à aller dans cette direction. On est tous d'accord, on fait semblant, on fait ouais, d'accord, ça roule, on y va, let's go. Ils laissent Monterossa ici en proie à la guerre civile et ils doivent aller, ils vont jusqu'ici à la cité écluse où un petit peu plus tard, ils vont rencontrer ici le village des gobelins et continuer leur quête. Lorsqu'ils arrivent à Luco, juste après la station écluse, on a un nouveau joueur qui arrive un petit peu dans la course, ou en tout cas de manière très régulière. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est essentiel pour la suite de cette campagne. Ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu dire ça. C'est là que j'ai appris à embrasser le chaos des joueurs. Alors, peut-être que dans votre groupe, vous avez un joueur qui est comme ça aussi. C'est que tu me regardes. C'est ce genre de joueur qui va aller, pas forcément contre ce que tu as mis en place, mais qui va vouloir explorer sa propre piste. Donc ça va créer énormément de choses qui sont pas prévues du tout. Donc il va y avoir plus d'improvisation, c'est sûr. Il va falloir remodeler des passages entiers de certaines choses, ou il y a des actions qu'il va faire qui vont avoir des conséquences dramatiques. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Enfin bref, la route est longue, mais un jour, je serai le meilleur meneur. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme vous avez pu remarquer, la qualité a un petit peu changé. J'ai un petit peu investi pour vous proposer toujours quelque chose de meilleure qualité. Donc bien sûr, je fabrique avec mes petites mains ce format, il évolue. J'ai lancé d'autres choses en parallèle sur cette chaîne et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à commenter, à en parler autour de vous, à ton pote, à tes parents, etc. Tu connais. Tu sais comment ça marche. Mais en tout cas, c'est toujours super plaisant de parler de cette histoire et je suis très content de pouvoir vous partager ça. Les retours que je récupère sont plutôt positifs. Ça m'encourage à continuer, donc la prochaine fois, on verra la fin de la saison 1, le début de la saison 2. Qu'est-ce que j'ai mis en place un petit peu comme outil, comme allié, les éléments qui vont être constitutifs de ça. Et voilà, à bientôt, salut! Un petit peu, on va prendre tout votre or et on va vous détrousser et vous tuer dans votre sommeil.